Irène leva délicatement le dossier, mais il se rendit compte qu'à l'intérieur des documents noircis, se cachaient des données cruciales sur la trajectoire de vol des fusées. Intrépide, il monta l'échelle et se lança dans des calculs complexes de trajectoire. Cependant, alors qu'il était sur le point de percer les mystères de l'univers, son corps lui criait de trouver un endroit pour aller aux toilettes. Mais tout le bâtiment était réservé aux blancs, il lui fallait traverser 1,8 km pour atteindre les toilettes destinées aux noirs. Pendant ce temps, ses collègues observaient en silence ses calculs de trajectoire de fusée. La réponse correcte était là, juste devant eux. Lorsque Catherine se précipita de retour au bureau, elle fut accueillie par une question inattendue. Le directeur soupçonnait qu'elle pouvait être une espionne soviétique, car une grande partie des données avait été noircie, et même les génies les plus brillants avaient du mal à en découvrir le secret. Dans cette atmosphère tendue, Catherine expliqua que c'était grâce à l'utilisation ingénieuse de la lumière qu'elle avait pu déchiffrer les informations cachées. Cette découverte fit immédiatement changer d'avis le directeur, qui ordonna la fin de la censure des documents et autorisa Catherine à accéder aux informations confidentielles. Cependant, lorsqu'il entra dans son bureau pour discuter des problèmes mathématiques complexes, il trouva son siège vide. Catherine, elle, courait sous une pluie battante vers les toilettes réservées aux noirs, les gouttes d'eau frappant sans pitié son corps. Dans les toilettes, elle tenta de sécher son corps avec du papier, mais il n'y avait même pas de papier toilette de base. Complètement trempée, Catherine dut repartir sous la pluie pour retourner au bureau, mais le directeur ne lui laissa aucune chance de s'expliquer et la questionna sur ses supposées escapades. À bout de nerfs, Catherine ramassa ses affaires et quitta furieusement son bureau. Pourtant, cette femme noire, méprisée par les Blancs, allait bientôt réaliser des contributions immenses pour le domaine de l'aéronautique. Depuis son enfance, Catherine avait montré des talents exceptionnels en mathématiques. Tandis que ses camarades peinaient à maîtriser les bases de l'arithmétique, elle dessinait déjà des formules mathématiques complexes au tableau. Son professeur, impressionné par son génie, conseilla immédiatement à ses parents de l'envoyer dans une école prestigieuse. Catherine ne déçut pas, terminant ses études universitaires à 18 ans. Pourtant, sa vie n'était pas un long fleuve tranquille. Un mariage raté l'avait laissée seule pour élever ses 3 enfants. Cependant, grâce à son incroyable talent en calcul, elle obtint un précieux poste à la NASA. Son environnement de travail était une petite cave humide où son génie semblait être ignoré, jusqu'à l'arrivée d'une dirigeante qui allait changer le cours de sa vie. Cette dirigeante, arrivée avec une grande réticence dans le quartier des Noirs, venait après le lancement réussi d'une fusée par l'Union soviétique, une action qui avait plongé les États-Unis dans une crise sans précédent. Ils achetèrent d'urgence de nouvelles calculatrices IBM et demandèrent à la NASA d'accélérer le programme de développement des fusées. Avant même l'arrivée de ces équipements, il leur fallait absolument un mathématicien capable de résoudre des problèmes de géométrie. Dans ce contexte de ségrégation raciale, aucun employé blanc n'était capable de résoudre de tels problèmes complexes. La NASA se tourna alors vers un groupe de femmes noires, et la dirigeante demanda à Roshi de lui trouver quelqu'un capable de traiter des problèmes de géométrie analytique. Roshi, en tant que responsable du groupe, recommanda vivement sa collègue Catherine. Lors de la rencontre, la dirigeante, visiblement dégoûtée, s'éloigna précipitamment, tandis que Roshi, inquiète, s'élançait pour savoir si sa demande de promotion avait été acceptée. Depuis 1 an, elle gérait le groupe sans être payée en tant que superviseur, et ses demandes de promotion avaient été systématiquement rejetées. Une fois que Catherine passa les vérifications de qualification, elle devint la première femme noire à rejoindre le siège de l'Est, un événement historique. Cependant, la dirigeante lui imposa des règles strictes, elle devait être toujours impeccable, porter des jupes sous le genou et ne porter que des colliers de perles. Elle ne pouvait parler que lorsque le superviseur, Sheldon, lui posait une question. Ces exigences pesaient lourdement sur Catherine. Mais avec détermination, elle franchit la porte du bureau, espérant pouvoir enfin briller. Pourtant, elle fut confrontée à un environnement socialement discriminant, où les regards dédaigneux et les ordres froids étaient monnaie courante. Mais dans cet environnement difficile, Catherine rencontra un directeur différent des autres. Plutôt que de la dévaloriser à cause de sa couleur de peau, il reconnaissait son talent pour les calculs. La confiance et le respect de ce directeur devinrent pour Catherine une véritable bouffée d'air frais. En plus de ses tâches habituelles, il lui demanda de vérifier les calculs de ses collègues. Cependant, Sheldon, mécontent de l'autorité de Catherine en mathématiques, décida de noircir des données clés et de jeter des dossiers à ses pieds. Catherine, prête à se lancer dans l'examen des documents,
ressentit soudainement un besoin urgent d'aller aux toilettes. Elle se précipita vers la secrétaire pour demander le remplacement, mais la réponse fut sans appel, il n'y avait pas de toilette réservée aux Noirs. Dans l'urgence, Catherine se précipita hors du bureau à la recherche de toilettes appropriées. Catherine courut désespérément dans tout le bâtiment à la recherche d'une salle de bain, mais il n'y en avait pas une seule accessible pour elle. Dans cette situation de frustration, elle n'eut pas le temps de demander l'avis du directeur et se précipita, sans réfléchir, vers les toilettes situées à des kilomètres de là, dans le quartier des Noirs. Même là-bas, elle ne laissa aucune place à l'indulgence et reprit son travail aussitôt. Ce trajet aller-retour lui prit presque une demi-heure, et la pression du travail la maintenait constamment sur le qui-vive. Le café était devenu son unique réconfort. Mais lorsqu'elle s'apprêtait à prendre la cafetière, un incident inattendu survint. Le simple fait de toucher un objet en commun avec les Blancs réveillait des réflexes racistes profondément ancrés. Cette discrimination persistante la laissa impuissante et défaite. Elle retourna à sa place, pleine de gêne et d'inquiétude. Le lendemain, un petit café portant l'étiquette « réservé aux Noirs » fit son apparition dans le bureau. Elle prit, à contre-séhure, sa cafetière, mais elle était vide. En plus de faire face au racisme, Catherine devait prouver sa valeur dans un environnement de travail très exigeant. Les premières piles de documents étaient à peine terminées que de nouvelles tâches arrivaient déjà. Ce n'est que lorsque la nuit tomba qu'elle réussit enfin à finir sa journée. Mais lorsqu'elle remit ses documents au directeur, il ne prit même pas la peine de les ouvrir et les jeta directement à la poubelle. Ce n'était pas une remise en question de son travail, mais parce que les données étaient déjà obsolètes. Le directeur attendait de son équipe qu'elle aille au-delà des chiffres, qu'elle voie leur véritable sens et anticipe chaque problème avant même qu'il n'apparaisse. Si elle ne comprenait pas cette approche, elle resterait à jamais limitée à la terre. En sortant de l'office, Catherine s'appuya contre le mur, épuisée, savourant enfin un peu de paix. Ce moment de calme était la douce réponse à une journée de labeur, une chanson silencieuse célébrant sa persévérance et ses efforts. Sur le chemin du retour, elle ne se lamenta pas sur l'injustice de son destin, mais confia à ses amis ses préoccupations intérieures. Elle n'était pas sûre de combien de temps elle pourrait tenir dans cet environnement difficile, peut-être 2 jours, ou une semaine au maximum. Elle redoutait que son poste ne lui soit retiré à tout moment. Lorsqu'elle rentra chez elle tard dans la nuit, en tant que mère célibataire, elle n'eut pas de moment pour se reposer. Elle portait seule le poids de son foyer, et ses peines et sa fatigue étaient sa seule réalité. Ses 2 amies, inquiètes pour elle, lui présentèrent un homme charmant. Après de brèves présentations, il semblait qu'ils s'entendaient bien. Lorsque Jim apprit que Catherine travaillait à la NASA, il fut surpris et ne put s'empêcher de commenter que de telles tâches devraient être réservées aux hommes. En réalité, ce commentaire était une critique acerbe sur l'incapacité de ses collègues blancs à accomplir un tel travail. Mais ce fut un coup bas pour Catherine, qui venait juste de faire face au racisme et maintenant au sexisme. Elle répondit d'un ton ferme, « Je vais vous dire quelque chose. Je suis la première femme noire diplômée de l'université de West William. Chaque jour, je mesure le mouvement de l'air, sa qualité et sa vitesse. Je calcule plus de 10 000 données, en utilisant des racines carrées et des analyses récentes, à la main. L'université de West William a formé 20 femmes noires et blanches exceptionnelles, et nous sommes fiers de contribuer à notre pays. Alors oui, il laisse des femmes noires faire un travail à la NASA, et ce n'est pas à cause de nos talons hauts, mais parce que nous portons des lunettes. Bonne journée. » Lors d'une fête d'anniversaire pleine de rire et de joie, Jim retrouva Catherine. Cela marquait peut-être le début d'un nouveau chapitre. Au rythme de la musique, il prit son courage à 2 mains et l'invita à danser. Il s'excusa sincèrement, expliquant qu'il avait été maladroit à cause de son absence prolongée, ce qui avait affecté ses compétences sociales. Ses yeux étaient sincères, et il espérait qu'elle accepterait de recommencer. Ce qu'elle attendait, c'était une véritable excuse. À mesure que la musique les enveloppait, leur cœur semblait se rapprocher. Mais juste au moment où ils se laissaient emporter par la danse, une nouvelle de dernière minute interrompit l'ambiance festive. La musique s'arrêta soudainement pour annoncer que l'Union soviétique avait envoyé un homme dans l'espace et avait bouclé son orbite autour de la Terre. Cette nouvelle fut un coup dur pour les États-Unis. Le directeur convoqua immédiatement une réunion urgente pour annoncer une décision sans appel, soit il restait pour des heures supplémentaires interminables, soit il quittait immédiatement. À cet instant crucial, chacun devait se concentrer sur le travail. Mais Catherine, une fois de plus, disparut sans laisser de traces. Elle était,
en réalité, en train de courir sous une pluie battante vers les toilettes réservées aux Noirs. La pluie l'imbibait, et dans les toilettes, elle essaya de sécher ses vêtements avec du papier, mais il n'y avait même pas de papier toilette. Trempée, elle dut repartir sous la pluie pour retourner au bureau. Mais là encore, le directeur ne lui laissa aucune chance de s'expliquer et lui demanda sèchement où elle allait tous les jours. Les toilettes sans couleur étaient à des kilomètres, mais Catherine, obstinée, continua son chemin, toujours prête à faire face. « Je n'ai pas de perles, monsieur Harrison. Mes vêtements, mes genoux, ma ceinture, tout ça n'est rien. Mais cette perle, je ne la possède pas. Dieu sait que vous ne pourrez pas acheter des perles sans payer le prix de la couleur. » Catherine exprima sa frustration haut et fort, de manière si audacieuse que tous les blancs présents furent réduits au silence. Elle ne s'attendait pas à ce qu'après une telle rébellion publique, elle puisse encore rester. Elle prit donc ses affaires et, avec dignité, quitta le bureau. Ce qui surprit tout le monde, c'est que le directeur déchira immédiatement l'étiquette sur la cafetière et, sous les regards des autres, brisa le panneau signalant « Toilette réservée aux Noirs » avec un pied de biche, annonçant qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de distinction raciale à la NASA. « Allez où vous voulez, dit-il. Je vous conseille de retourner à vos bureaux. » Lorsqu'il apprit que Catherine était malade à cause de la pluie, Jim commença à lui rendre visite tous les jours, apportant avec lui du bouillon de poulet fait maison. Ce geste constant de soin et de persévérance gagna peu à peu la confiance des enfants de Catherine, et petit à petit, ils se réunirent autour de la table à manger, formant une véritable famille. Ce moment de chaleur fit fondre le cœur de Catherine, et elle s'ouvrit à Jim. Leur relation se renforça grâce à une compréhension mutuelle et un soutien réciproque. Cependant, à ce moment précis, l'équipe noire du quartier de l'Ouest où Catherine avait travaillé se retrouva en crise. En effet, le nouveau calculateur d'IBM était presque prêt à être lancé, et cela signifiait que si le calculateur devenait opérationnel, Rachi et son équipe risquaient de perdre leur emploi. Chaque soir, Rachi se rendait donc à la bibliothèque à la recherche de livres nécessaires pour comprendre le fonctionnement du nouvel appareil. Mais son comportement éveilla les soupçons des bibliothécaires, et il fut bientôt expulsé. Pour survivre, il dut commencer à emprunter les livres en cachette et, chaque jour, enseigner à l'équipe noire de programmeurs les compétences nécessaires. Leur seul choix était d'apprendre la programmation ou de risquer de perdre leur travail. Pendant leur pause, Rachi se faufilait discrètement dans la salle des ordinateurs et, suivant les instructions des livres, il réussit à trouver pourquoi la machine ne fonctionnait pas correctement. Grâce à ces ajustements, la machine commença à produire des données précises. Ce n'est qu'après qu'un autre technicien aperçut les données imprimées que l'équipe changea d'avis sur Rachi. Grâce à l'efficacité du nouveau calculateur, la recherche sur les fusées prit un nouvel essor. Après de longues nuits de travail acharné, le jour tant attendu arriva, le lancement de la fusée. Tous se rassemblèrent devant la télévision, retenant leur souffle. Lorsque le compte à rebours arriva à 0, la fusée s'éleva dans les airs, et tout le monde resta suspendu, nerveux, jusqu'à ce que la fusée entre enfin sur son orbite prévue. Un sentiment de soulagement envahit la pièce. Cependant, la deuxième mission de la fusée, Liberté 7, prit une tournure inattendue. En raison d'une erreur de calcul concernant le point d'atterrissage, la capsule atterrit loin de sa destination prévue. Heureusement, l'équipe de sauvetage arriva rapidement et sauva les astronautes. Mais la disparition de la capsule spatiale resta un mystère non résolu. Le directeur fut sévèrement réprimandé pour cet échec, et si la sécurité des pilotes n'était pas garantie, personne n'oserait poursuivre les missions spatiales. Pour éviter de telles erreurs à l'avenir, Sheldon expliqua en détail les éléments essentiels de la mission. Une fois la fusée lancée, elle devrait entrer en orbite grâce à l'attraction gravitationnelle de la Terre, ce qui permettait à la capsule de se déplacer à grande vitesse sans ralentir. Leur tâche était de réduire la vitesse au moment précis pour permettre à la capsule de passer de l'orbite elliptique à une trajectoire parabolique, garantissant ainsi un retour sûr. Si ce moment crucial était manqué, les conséquences seraient catastrophiques, la capsule pourrait soit se consumer dans l'atmosphère en raison d'une vitesse trop élevée, soit être repoussée hors de la gravité terrestre si elle ralentissait trop. Chaque petite variation pouvait changer l'issue de la mission. La mission suivante se profilait, encore plus complexe. Les astronautes devaient se préparer pour un voyage dans l'espace, nécessitant des calculs minutieux de chaque donnée pour assurer la sécurité de tous. Catherine, toujours à la hauteur des attentes, réussit à accomplir rapidement les calculs nécessaires pour la trajectoire de retour de la capsule spatiale, en se basant sur son expérience précédente.
Forte de sa réussite, elle se présenta au directeur, proposant de calculer à l'avance l'orbite du nouveau lanceur Atlas. Contrairement au Liberty 7, ce lanceur nécessitait une toute nouvelle méthode de calcul pour assurer un lancement en toute sécurité. Cependant, le directeur doutait de la capacité de Catherine à accomplir cette tâche. Malgré tout, après avoir pris connaissance de son rapport précis et du regard déterminé de Catherine, il accepta de lui donner une chance. Mais sous condition, toutes les données calculées devraient passer sous son examen. Lors de la préparation de l'impression du rapport, Catherine, après mûre réflexion, choisit de signer son nom à la fin du document. Cette action, pourtant simple, suscita la réprobation de Sheldon, qui critiqua sévèrement Catherine en affirmant qu'un calculateur ne devait pas signer les rapports. Elle ordonna à Catherine de refaire le rapport. Pour s'assurer de pouvoir calculer rapidement en fonction des données les plus récentes, Catherine demanda à assister à la réunion de briefing. Mais Sheldon, invoquant les règles internes, lui refusa cette demande de manière catégorique. Devant cette situation, Catherine n'eut d'autre choix que de se baser sur les données dont elle disposait pour effectuer ses calculs. Enfin, elle présenta ses résultats aux responsables, elle apprit que les données avaient de nouveau été modifiées, cette fois, 6 minutes avant l'heure prévue. C'était déjà la 4e fois que les données étaient modifiées ce jour-là. Frustrée, Catherine exprima son mécontentement, soulignant que si elle avait eu accès à la réunion de briefing, elle aurait pu recevoir les dernières données et améliorer l'efficacité de son travail. Tout cela se passait sous les yeux du directeur, qui assistait à l'échange. C'était l'occasion pour Catherine de faire entendre sa voix. Le lancement de la fusée approche à grands pas, mais nous n'avons même pas terminé nos calculs de base. Tout cela à cause des changements incessants des données. Après chaque réunion, je dois tout recommencer. Pour être efficace, il est impératif que je participe à toutes les réunions, mais à chaque fois, vous me refusez cette possibilité. Lorsqu'elle pénétra dans la salle de réunion, Catherine ressentit immédiatement le poids des regards de tous les présents. Face à l'ensemble des supérieurs et collègues, elle se sentit un peu intimidée. L'objectif principal de la réunion était de déterminer la zone d'atterrissage, avec l'objectif de la limiter à 50 km² pour garantir la sécurité du retour de la capsule. Alors que la discussion se déroulait, le directeur posa une question sur la vitesse de vol du roquette autour de la Terre, une question pour laquelle Sheldon n'eut pas de réponse immédiate. Alors que Sheldon cherchait précipitamment une solution, Catherine intervint avec assurance, donnant la réponse exacte, 28 234 km/h. Lorsque le directeur demanda si Catherine pouvait calculer le point critique de la trajectoire, Sheldon proposa une solution théorique, mais celle-ci ne correspondait manifestement pas à ce qu'on attendait. À ce moment-là, le directeur tendit une craie à Catherine et lui demanda de venir au tableau pour répondre à la question. Catherine s'avança avec confiance, sûre de ses compétences en calcul. En quelques minutes, elle inscrivit la solution sur le tableau, prouvant ainsi son expertise. Non seulement elle gagna le respect de tous les présents, mais Sheldon, jusque-là si imbu de lui-même, dut reconnaître sa défaite dans cette joute intellectuelle. Cependant, ses calculs reposaient toujours sur l'hypothèse que la capsule pourrait atteindre le point de retour exact. La véritable difficulté demeurait dans le contrôle de la descente de la capsule, pour qu'elle se pose précisément au point voulu, un défi technique qu'il devait encore résoudre. À l'approche de la date de lancement, la pression augmentait et les calculs devenaient de plus en plus urgents. Le travail humain seul ne suffirait plus. Lorsqu'il apprit que le nouveau supercalculateur était enfin opérationnel, le directeur se rendit immédiatement auprès du responsable pour exiger que la machine soit mise à contribution pour alléger la charge de travail. Cependant, étant encore en phase de formation, la plupart des employés ne savaient pas encore comment l'utiliser. Face à cette tâche de plus en plus lourde, la directrice pensa immédiatement à Rachi. Non seulement elle maîtrisait la programmation, mais elle se souciait aussi du sort de ses collègues noirs, qui travaillaient avec elle dans la cave. Rachi insista sur le fait que si ses collègues ne pouvaient pas quitter la cave avec elle, elle refuserait de partir. Sa détermination, non seulement pour son propre bien, mais aussi pour l'avenir de ses collègues et l'accès à des opportunités égales, finit par convaincre la directrice. Finalement, tout le groupe fut transféré, quittant les conditions étouffantes du sous-sol pour un avenir plus lumineux et équitable. La chance rare qui se présente à Rachi et à son équipe est le résultat de ces stratégies réfléchies et des efforts collectifs. Lorsqu'elles entrèrent dans le bâtiment de l'aile et avec une démarche pleine de confiance, les Blancs, qui jusque-là avaient toujours affiché une attitude condescendante, exprimèrent désormais un accueil sincère.
Ce changement représentait non seulement une reconnaissance des compétences professionnelles de Rachid et de ses sœurs, mais aussi une validation de la valeur de chaque membre de l'équipe. Cependant, Catherine, plongée dans son travail acharné, se retrouva confrontée à un problème délicat. Elle se rendit compte qu'il manquait une formule de calcul précise pour effectuer le passage de l'orbite elliptique à l'orbite parabolique. Sans cette formule clé, la capsule ne pourrait pas revenir de son orbite et resterait à jamais perdue dans l'espace. C'est à ce moment critique que les paroles du directeur résonnèrent comme un coup de tonnerre, réveillant Catherine de ses réflexions. Ce n'est peut-être pas une nouvelle forme de mathématiques, peut-être que c'est une vieille mathématique. Les mathématiques, en effet, ce sont des problèmes de mathématiques, mais pas des théories de mathématiques. Les mathématiques sont toujours là, basées sur des principes. Et qu'est-ce que c'est? Ces paroles éveillèrent un souvenir en elle, et Catherine se précipita dans son bureau, où elle retrouva un vieux livre, gorgé de sagesse et d'expérience, que les années avaient soigneusement préservé. En feuilletant les pages, elle trouva la formule capable de résoudre le problème et y inséra les données nécessaires. Après avoir effectué les calculs avec soin, elle réussit finalement à calculer le point de retour de la capsule avec cette méthode. Avec le succès du test de vol de la fusée sans pilote, la NASA se convainquit que les nouveaux ordinateurs pouvaient totalement remplacer les calculs manuels traditionnels. Cela marquait la fin de l'ère pour le groupe de calculs afro-américains. Face à ce changement, après mûre réflexion, le directeur dut convoquer Catherine dans son bureau. Face à la montée inexorable des nouvelles technologies, même les plus grands talents individuels semblaient insuffisants. Catherine fut donc temporairement réaffectée au groupe de calcul de l'aile ouest. Bien qu'elle s'y attendît, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur lorsque la nouvelle se concrétisa. Le directeur appréciait profondément les talents et les contributions de Catherine et regrettait sincèrement de perdre une employée aussi brillante. Pourtant, même le directeur, aussi puissant soit-il, ne pouvait inverser une tendance inéluctable. Avec un sentiment de culpabilité, il la regarda partir en silence. Lorsqu'elle se préparait à partir, Catherine, en train de rassembler ses affaires personnelles, reçut un cadeau du directeur, un magnifique collier de perles, offert en guise de bénédiction pour son mariage. Ce cadeau n'était pas seulement un hommage à Catherine en tant qu'individu, mais aussi une reconnaissance de son travail acharné à la NASA. Cependant, la veille du lancement de la fusée, une nouvelle difficulté surgit, les coordonnées de l'atterrissage indiquées par le nouvel ordinateur différaient de celles de la veille. Cela plongea l'équipe dans un dilemme. Ils ne savaient pas si les données étaient erronées ou si c'était la nouvelle donnée qui était fautive. Face à cette urgence, le directeur ordonna à ses subordonnés de retrouver Catherine. Ses subordonnés se rendirent rapidement au groupe de calcul de l'aile ouest, un chemin que Catherine avait parcouru de nombreuses fois dans ses chaussures à talons. Pourtant, pour ce membre de l'équipe, même si c'était sa première fois, la marche semblait interminable. Catherine prit les documents urgents, se lança immédiatement dans les calculs, tandis que l'équipe de lancement et les astronautes se tenaient prêts et attendaient anxieusement le résultat. Après des moments de tension intense, Catherine termina enfin ses calculs. Elle saisit le document crucial et se précipita vers le centre de contrôle, comme si elle courait contre le temps. Mais une fois arrivée et après avoir remis les nouvelles données, la réaction des travailleurs la laissa désemparée, aucun mot, aucun commentaire, simplement le silence. Elle a été accueillie par une réaction glaciale, alors qu'elle s'apprêtait à partir, déçue, le directeur a ouvert la porte et l'a invitée à assister à ce moment historique. Elle savait que sans la contribution exceptionnelle de Catherine, ce succès n'aurait pas été possible. Sous les yeux de Catherine, le directeur a communiqué les coordonnées exactes aux astronautes. À la fin du compte à rebours, la fusée a décollé comme prévu et a atteint l'orbite souhaitée. Cependant, à ce moment-là, un signal d'alarme s'est activé concernant le bouclier thermique, et le centre de commande a perdu le signal. Si le bouclier thermique se détachait, la fusée ne pourrait pas revenir en toute sécurité dans l'atmosphère chaude. L'atmosphère est devenue extrêmement tendue, et tout le monde s'attendait à un dénouement malheureux. Cependant, le centre de commande a soudainement retrouvé le signal. Les résultats des calculs de Catherine et sa préparation mentale correspondaient parfaitement, et le point de rentrée était exact. Finalement, la fusée a atterri avec succès aux coordonnées qu'elle avait calculées. Le bâtiment des ordinateurs a été renommé « Bâtiment Catherine » en son honneur. À l'âge de 97 ans, elle a également été décorée de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction américaine. Pendant ce temps, Roey, qui avait travaillé discrètement dans le quartier ouest, a atteint un sommet dans sa carrière.
Elle a été promue première chef de département noir, une reconnaissance pour ses années de travail acharné. L'amie proche de Catherine, Marie, ne s'est pas laissée faire non plus. Elle a courageusement franchi la barrière raciale et est devenue la première femme noire à étudier dans une école blanche. Elle a été honorée comme la première ingénieure aéronautique noire des États-Unis. Dans la nuit de préjugés et d'injustice, ces 3 femmes ont affronté les stéréotypes avec une détermination sans faille, écrivant leur propre légende dans le monde des chiffres. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié l'histoire et souhaitez en découvrir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. Votre soutien fait toute la différence et nous encourage à créer encore plus de contenu inspirant. À bientôt pour de nouvelles vidéos.